L'erreur judiciaire a fait de moi un braqueur qui regrette de ne pas avoir braqué davantage. Une cavale avec un enfant, c'est criminel. Moi j'ai culpabilisé par contre de ça beaucoup. C'est sûr que la prison, si tu souffrais tous les jours comme au premier jour, tu deviendrais fou, mais au bout d'un moment, t'apprends à vivre, t'apprends à rire, t'existes, et ou alors tu tournes en rond en racontant la même histoire pendant 20 piges, ou alors tu essaies de faire autre chose. Roger Knobelpies, Noël Besse, Didier Chamizo. Des vies hors du commun, des destins en marge des lois de la société. Ces trois anciens braqueurs ont payé leur choix de jeunesse par de lourdes peines de prison. Knobelpies, Chamizo, Besse, ou l'histoire de trois personnages qui ont trouvé leur salut hors de la délinquance par la littérature, la peinture ou l'amour d'un enfant. Quelle enfance les a fait basculer dans la révolte? Comment sont-ils entrés dans la délinquance? Y a-t-il une vie après la prison? Aujourd'hui, ces trois anciens braqueurs se retournent sur leur parcours. Roger Knobelpies a passé 26 ans de sa vie en prison pour des braquages. Sa vie bascule le 4 mars 1972. Il a 25 ans. La cour d'assises d'Évreux le condamne à 15 ans de prison pour un vol avec violence de 800 francs qu'il a toujours nié. Ensuite, c'est l'escalade. Sa vie est une suite de condamnations, braquages, hold-up, fusillades. Il va connaître 12 prisons. Il replonge encore et encore, 26 ans de réclusion au total. L'histoire de Roger Knobelpies est celle d'un homme insurgé qui n'a jamais accepté sa peine. En prison, la solitude et la souffrance font de lui un écrivain. Toute sa vie, il n'a de cesse de crier sa révolte dans ses écrits. 10 livres au total, autant de témoignages d'une vie au banc de la société. Roger Knobelpies voit le jour en 1947 en Normandie, dans une famille misérable de 9 enfants. La mère élève la marmaille. Le père est un ramoneur qui refuse de se faire exploiter par un patron et préfère nourrir sa famille de chapardage. Roger Knobelpies revient à Elbeuf, la ville où il est né et où il a grandi. Donc voilà la porte, qui est toujours la même d'ailleurs, le 9 rue des Haies. C'est là où je suis né. On habitait là, 9 rue des Haies. Je suis né là le 15 septembre 1947. On m'a balancé dans la vie. Roger Knobelpies est très jeune quand, faute de moyens, la famille quitte cette maison pour aller vivre dans un baraquement de fortune. Aux périodes vivables succédaient les moments de dèche sur fond de poubelles et de soupe popue. À peine les allocations étaient-elles versées qu'elles servaient à payer les crédits multiples. Manger et relever du miracle, de la démerde. Aux humains, bêtes de somme, ne reste que l'alcool, le cul et le foin pour dormir. Toute son enfance, Roger Knobelpies a souffert du mépris porté sur leur tribu de 9 enfants. Il n'a jamais oublié les humiliations et la misère. Frédéric Conté est réalisateur. Il travaille actuellement à une adaptation cinématographique de Voleurs de poules, le livre dans lequel Roger Knobelpies relate son enfance. Il n'y a jamais assez, il manque de tout. Et ça, c'est une grande souffrance pour Roger, il en parle souvent. Il évoque souvent l'anecdote de quand il était gamin, il était à l'école, et qu'il n'avait pas d'argent pour se payer le pain au chocolat à l'heure de la récréation, et qu'il était là en bavant sur le pain au chocolat d'un petit garçon de la classe qui lui avait l'argent pour. Et c'était une souffrance profonde. Les sœurs de Roger Knobelpies habitent toujours dans la région.
Thérèse, la grande sœur, évoque leurs souvenirs de ces années difficiles, où leurs parents se démènent pour joindre les deux bouts. Enfin, on n'avait pas la viande tous les jours, mais maman, quand même, elle faisait quand même de quoi qu'on mange, des pommes de terre avec du beurre dedans et de la crème. Même s'il n'y avait que ça, bon ben... Alors ça, c'est mon père, qui rendait service à tout le monde, qui était un personnage, qui était un marginal, un pirate social, qui voulait pas travailler, qui voulait pas se faire exploiter, mais qui avait le souci de nourrir sa famille, mais par des larcins, par ne pas se faire exploiter. C'est-à-dire qu'il disait, moi, les capitalistes, ils nous prennent pour des citrons, ils peuvent presser les autres s'ils veulent, moi, on ne me presse pas. Quand l'argent vient vraiment à manquer, devant l'insistance de sa femme, le père de famille, surnommé Tonton, se résout parfois à rentrer dans le rang. La mort dans l'âme, il se rend à la NPE. Pour Roger Knobelpies, qui revient aujourd'hui à l'endroit où se trouvait le baraquement de la famille, ces moments restent un souvenir d'humiliation. Il n'y avait pas d'argent à la maison, la misère ravageait notre table. Alors il se décidait d'aller au boulot, quoi. Alors il se rasait avec son coupe-chou et puis sa glace, on le barrait là. Et on le voyait se garer 200 mètres avant la NPE, parce qu'il avait honte de sa voiture. Et puis il allait chercher le travail, donc il s'était rasé de près, il avait fait un costume qu'il avait récupéré au stock américain, une veste. Et après, maintenant, quoi, quand je revois cette image, je me dis que c'était la pire des choses, quoi. Quand mon père allait chercher du travail, j'ai la vision de quelqu'un qui allait en prison. Il était voûté. Roger, on le sent déjà comme le digne héritier de son père, avec ce côté donc refus total de rentrer dans le moule de la société. Ça, c'était des bases qui ont été inculquées par son père, ça c'est certain. Il dit souvent, travailler, c'est être esclave. D'ailleurs, c'était Tonton qui disait ça, et qu'il ne peut pas se résoudre à l'idée d'être esclave. C'est le père de la famille Knobelpies qui va initier ses fils au vol. Pour Roger, troisième garçon de la fratrie, le vol devient un moyen de rester en marge de la société, d'être libre. Bagnard, pouilleux, tu finiras en prison comme ton père. Mon destin fut d'être un révolté, toujours un révolté. L'enfant que j'étais pensait mal, rêvait mal, et louait le diable en fixant ses mains pour qu'elles deviennent crochues. La hardiesse du voleur s'imposait à moi. Noël Besse a passé 5 ans de sa vie en prison pour des braquages. Tout comme Roger Knobelpies, c'est au sein de sa famille que Noël Besse trouve les germes de la révolte et de la violence. Elle porte un nom de famille qui a défrayé la chronique dans les années 70 et 80. Noël est en effet la sœur de François Besse. Surnommé le lieutenant de Messrine, le petit François, l'anguille ou le roi de l'évasion, François Besse a très tôt été fiché au grand banditisme. Dès son adolescence, Noël plonge à son tour dans la délinquance pour devenir la plus fidèle alliée de son frère. Patrick Faure est journaliste à Sud-Ouest. Durant plus de 30 ans, il a couvert toute l'actualité de la famille Besse. Si la police voulait savoir où était François Besse, dans 90% des cas, il fallait prendre un compas et situer à 100 km autour de l'endroit où se trouvait Noël Besse. En 1981, à la suite d'une rencontre amoureuse, Noël Besse choisit à son tour de devenir braqueuse. Elle prend les armes pour des attaques de banque en Espagne. Après 4 ans de clandestinité et de cavale, elle finit en prison à Perpignan. Noël Besse, c'est l'histoire d'une femme qui fait des choix par amour. Une femme que la naissance de sa fille transforme et qui trouve son salut dans l'amour de son enfant. Aujourd'hui installée dans le sud de la France, Noël Besse a tourné la page. Elle évoque son enfance difficile à Cognac, en Charente, dans une famille recomposée. Lorsqu'elle naît en 1946, son père, un réfugié républicain espagnol, a déjà une première famille en Espagne. Cet homme, très violent envers ses enfants, ne reconnaîtra jamais Noël et son frère François. À l'école, souvent on me traitait de bâtarde parce que j'avais que le nom de ma mère. Et là, j'étais obligée de distribuer des gifles et j'étais de moins en moins docile en grandissant. Mon père ne nous parlait pas.
Pour se faire respecter, il sortait sa ceinture de cuir, il nous frappait, et on allait se coucher, et il ne nous parlait pas ni en français, ni en espagnol. Mon père ne nous a jamais donné un baiser, jamais, jamais, jamais. Au plus loin que je me souvienne, c'était un homme très dur. Noël Besse établit alors une relation fusionnelle avec son frère, qui devient sa seule famille, sa seule attache, sa seule référence. On s'est toujours aidés mutuellement. On est comme des jumeaux, mais on n'est pas jumeaux, voilà. Quand j'étais petite, il me protégeait du père, c'est lui qui prenait les raclées à ma place, bien souvent, plus souvent qu'à son tour. Dès l'adolescence, Noël Besse est une révoltée. Elle traverse une période de délinquance et à 18 ans, elle est condamnée à 6 mois de prison pour vol. À sa sortie, elle vend des livres au porte-à-porte en Charente. Durant les 15 années qui vont suivre, Noël Besse soutient son frère sans se poser de questions. À 32 ans, François Besse est fiché au grand banditisme pour des braquages dans toute l'Europe. Noël Besse l'aide matériellement et financièrement dans sa clandestinité et ses cavales. La police la soupçonne même d'avoir aidé son frère à s'échapper des prisons de Bruxelles et de Madrid. Un jour ou l'autre, elle devait plonger parce qu'elle ne voyait pas à l'époque la vie sans son frère. Elle ne pouvait pas s'éloigner de son frère quand il était emprisonné. Elle louait un appartement à côté de la prison, en Espagne, en Belgique, en France. Elle était toujours là. Noël Besse, qui a choisi de raconter cette période de sa vie dans un livre, se souvient de ces années où elle a basculé. J'étais sur un rail, j'ai suivi. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours pensé que j'avais un destin, que c'était celui-là. Et je n'ai pas cherché à vraiment changer le cours des choses. Allez, on est parti. Didier Chamizo a passé 17 ans de sa vie en prison pour des braquages et du trafic d'armes. Tout comme Noël Besse et Roger Knobelpies, il devient très jeune un révolté. Sa vie bascule en 1968. Il a 18 ans. Il prend les armes, s'engage dans des groupes d'extrême gauche qui prônent la révolution et la lutte armée. Pendant les 20 années qui vont suivre, c'est l'escalade. Il est condamné 3 fois pour braquage, association de malfaiteurs et trafic d'armes. Pourtant, durant ces années de cavale, de clandestinité et de prison, il peint. Jusqu'à 10 heures par jour. Didier Chamizo, c'est l'histoire d'une passion, d'un homme exalté qui va être sauvé par la peinture. Aujourd'hui installé à Paris, il évoque son enfance dans le Lot. Je suis un enfant très heureux jusqu'à l'âge de 6-7 ans. J'étais au paradis. J'étais dans l'amour. Tu vois ? Avec une grand-mère qui a été, je pense, ma plus grande histoire d'amour. Didier Chamizo est né à Cahors en 1951. Ses parents divorcent quand il a 2 ans. Il est alors élevé par sa grand-mère. Malgré des conditions matérielles misérables, il devient pour cette femme le centre du monde. Tu sais, l'enfant roi Dieu, toi. Par exemple, on était raides, pauvres, misérables. Ma grand-mère serrait aux 80, elle prenait tout ce qu'elle pouvait. Et mon frère, tu vois, j'avais droit à l'habit de cow-boy en cuir, comme le riche, tu vois, avec le pantalon en cuir, la ceinture en cuir, les pistolets solidos, les machins, tu vois, voilà. Je pense que l'amour de ma grand-mère, qui était complètement démesuré, participe, je dirais entre guillemets, à ma folie. Grâce à elle, j'ai pas eu de barrière au possible. Je pensais que tout ce qu'on veut est possible. Lorsque sa mère se remarie, Didier Chamizo a 7 ans. Il retourne vivre avec elle à Saint-Étienne. Mais les relations avec son beau-père deviennent rapidement conflictuelles. J'ai eu l'impression que je dérangeais, tu vois. Voilà, j'ai eu l'impression que je dérangeais. Mais je pense que c'est quelque chose de courant par rapport à l'époque, dans les années 50, une femme qui avait un enfant, qui se remariait, tu vois, le mec il prenait l'enfant. Alors le jeu c'était t'appelles papa, mais sa mère elle te traite de bastardou. Si tu es sensible, tu peux ressentir des choses qui paraîtraient normales à tout le monde et qui peuvent te paraître très violentes. Je pense que les enfants doivent tout faire pour qu'ils soient heureux tout le temps. Ils ne doivent pas chercher à les casser, à les mater. Les mater, on va te mater, ou t'as pas pris assez de coups.
Ça aurait mérité plus. Eh bien, je vais te dire, je crois que non. Je crois que surtout pas ça. Je pense que les enfants, il faut de l'amour, point barre, de l'amour, plus encore de l'amour. Je pense qu'en fait, même encore aujourd'hui, je l'attends cet amour. Et c'est peut-être pour ça que je suis en quête de l'amour du monde. Tu vois? Parce que je pense que la démarche artistique est une quête d'amour. Toi, c'est que tu te balades quand je veux quand même, je veux quand même. Cet enfant rêveur, plein d'énergie, qui dessine avec passion, ne trouve pas sa place. Il veut faire de la peinture. Lorsqu'il a 13 ans, sa mère et son beau-père refusent de laisser libre cours à son talent artistique. Ils lui imposent de rentrer en apprentissage. Didier sera chaudronnier. L'adolescent entre à l'usine à 13 ans. Tous ses rêves de peinture s'envolent. La révolte commence à germer. Je crois que j'ai ressenti ça comme une incarcération. Le choc que j'ai ressenti, aussi dur que ça, c'est quand je suis rentré en tôle la première fois. J'avais jamais ressenti quelque chose de plus dur. Je pense que j'étais pas fait pour ça. Je pense que c'était très con de m'infliger ça. Je coupais de la ferraille, je sciais de la ferraille, je faisais de la serre. Mais même encore aujourd'hui, je peux pas toucher un bout de métal nu sans que ça me fasse des frissons partout. T'arrivais, les ouvriers, ils allaient boire un coup au bar, et toi, tu te tapais les bouteilles de 80 kilos sur 20 étages à travers un truc, il n'y avait pas d'ascenseur, tu vois. T'étais un esclave, une merde, t'existais pas. Et en plus, tu bossais 9 heures par jour et t'avais droit à que dalle. Quand tu gagnais 150 francs par mois, t'étais un gros vénard, tu vois. Parce qu'en plus, on t'apprenait un métier. Oh, quelle chance, mets-toi à genoux, dis merci. Et si quelqu'un veut une pipe, je peux y aller aussi, tu vois. Donc, il y a un moment, tu vois. Et ça, c'est une violence. Je crois que c'est une violence que j'ai eu beaucoup de mal à la pardonner, à la société, à admettre. C'est inhumain. Ça m'a été infligé de telle manière, et sans que ça soit mon choix, on m'a pas dit qu'est-ce que tu aimerais faire. On s'est débarrassé de moi en me foutant dans le premier truc qui passait. L'injustice, je sais, mon sentiment d'injustice, il vient de là. Didier Chamizo quitte l'apprentissage au bout de quelques années. Il a de l'or dans les doigts, pourtant les petits boulots s'enchaînent, alimentant sa révolte. À partir de 1968, il est de toutes les manifestations. Il se politise fortement et ne conçoit pas d'en rester au discours. Il passe à la lutte armée. Il entre dans la clandestinité afin de soutenir des groupuscules armés en Italie, en Allemagne et en Espagne. Pour financer leurs actions, il leur faut de l'argent. Commencent alors les braquages. En 1973, Chamizo tombe pour l'attaque d'une banque à Saint-Étienne. Il est condamné à 4 années de réclusion. Il se retrouve à la prison d'Ess, dans le Lot-et-Garonne. Le choc est considérable. Je dormais dans la cellule, je me suis réveillé, j'ai vu les 9 barreaux à la fenêtre et j'ai massacré la cellule. J'ai cassé les vitres à coups de poing, j'ai cassé les chiottes à coups de pied. Je suis devenu dingue. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Roger Knobelpies, lui, entre dans la délinquance dès son adolescence. À 14 ans, il commet ses premiers méfaits alors qu'il est apprenti mécanicien. Je vais vous montrer la gendarmerie, la première gendarmerie où j'étais appréhendé. À l'âge de 14 ans, ils sont venus m'arrêter une fois et je me suis enfui par en arrière. Ouais, j'avais cambriolé mon patron. Voilà, il n'arrêtait pas de me mépriser, de dire que je bossais mal, que je ne ferais jamais rien dans la vie. J'étais apprenti, donc j'étais larbin, je ponçais les voitures. Et un jour, j'en ai eu marre, j'ai vu qu'il y avait un coffre. Je lui ai tapé le coffre, avec les outils du garage. Alors là, la gendarmerie, logiquement, elle était par là. Ah, si elle est là-bas, elle était refaite. Ah, les gendarmeries, hein, c'est pas comme les immeubles pour les déshérités sociaux, c'est toujours refait. Hein. Roger Knobelpies est ensuite arrêté à plusieurs reprises pour des larcins et des cambriolages. Il commence à être bien connu des services de police de son département. Le 4 mars 1972, Roger Knobelpies a 25 ans. La cour d'assises d'Évreux le juge pour un vol avec violence de 800 francs, dont il s'est toujours déclaré innocent. Son passé de petit délinquant et sa personnalité le perdent. Le soir du vol, il dit être allé au bal avec ses frères et sœurs. Leur témoignage n'est pas pris en compte. Il y a bien des gens qui peuvent attester, même encore aujourd'hui, de cette erreur judiciaire, c'est ma famille. Parce que ce soir-là, j'étais au bal
avec le Jackie et puis Daniel et Ghislaine. Et ça, jamais les juges ne l'ont entendu. Le procureur dira en pleine cour d'assises, c'est l'alibi de la tribu. Ouais. C'est-à-dire quand la famille vient témoigner, ça n'existe pas, quoi. Les jurés le déclarent coupable sur leur intime conviction. Il est condamné à 15 ans de réclusion. L'enfermement commence dans cette prison d'Évreux, interminable. Moi, j'ai pris conscience que j'étais vraiment victime d'une erreur judiciaire au bout de 5 ans. Parce que je pensais tous les jours qu'on allait me libérer, qu'on allait venir me chercher, qu'on allait s'excuser. Et quand il s'est passé 5 ans, je me suis dit, mais il me reste encore 10 ans à faire. Et je vais vraiment les faire. Et là, j'étais l'homme plus seul au monde, quoi. Les années passent. Roger Knobel Peace prend conscience qu'il va purger sa peine jusqu'au bout. Il contacte maître Thierry Lévy, un avocat parisien renommé, et le persuade de le prendre comme client. Ils se rencontrent à Fresnes, où Roger Knobel Peace a été transféré. Quand moi j'ai connu Roger Knobel Peace, quand je suis allé le voir pour la première fois dans ces années-là à Fresnes, personne ne s'intéressait à lui. Il était vraiment seul. Ce qui m'a laissé le souvenir le plus fort, c'est l'aspect de ce garçon qui avait à peine 30 ans à l'époque et dont le regard clair était à la fois transparent et menaçant. Il était comme un animal en cage et que tout en lui, dans ses comportements, dans ses gestes, dans ses mots, dans ses expressions, tout exprimait une révolte contre l'incarcération. La révolte s'accroît au fil des jours. Knobel Peace multiplie les courriers, les grèves de la faim, et va jusqu'à se mutiler pour attirer l'attention du pouvoir. Voilà. Donc un jour dans la cour, c'était pas mon idée, il y en a un qui dit ouais, on peut pas, Badinter, faut qu'il démissionne, et on a qu'à se couper un doigt, une idée comme ça, et elle fait son chemin. Et après, ils viennent me voir, ils me disent on va se couper un doigt, tu te coupes un doigt avec nous, toi, t'es normal, t'es le rebelle, t'es le médiatique, c'est toi. Bah, j'ai dit, moi, si vous êtes 50, je suis le 51e. Alors on devait être 50, et puis par une trompe désertion, à l'arrivée, nous ne fûmes que 7. On s'est coupé un doigt, comme ça, avec des petits canifs. Les autres ont fait un mur. Le maton du mirador a dit, il se passe quelque chose. Il y a un mur de détenus. Donc les surveillants sont arrivés en force, le gradé avec ses calons dorés. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Dédé Conquier, mon ami, il a pris une enveloppe, il y avait 7 doigts dedans. Il dit, tiens, c'est des merguez pour Badinter. Voilà, donc on s'est coupé chacun un doigt pour que Badinter démissionne, il n'a pas démissionné. Ces appels au secours ne rencontrent que peu d'écho. Ce détenu enragé est placé à l'isolement sous le motif, se prétend innocent et n'accepte pas sa peine. C'est dans la littérature que cet homme enfermé trouve son salut. Comment est-ce que moi je suis venu à l'écriture? Parce que j'avais que mon certificat d'études, j'étais en prison à l'isolement et je devais me défendre, donc j'hurlais mon innocence, j'ai envoyé plein de lettres partout, j'ai très peu de réponses. Et puis je me suis mis à lire des livres et à prendre dans les livres des phrases qui pouvaient s'adapter à ce que je ressentais de ma douleur d'innocent. Un homme de Primo Levi m'a chevillé dans la lutte. À un moment donné, il dit, c'est dur de construire un homme, mais c'est encore plus dur de le détruire. Roger Knobel Peace se met alors à lire frénétiquement. Il se forge une pensée, une identité. Il écrit pour sauver sa peau. Je ne pense pas que Roger Knobel Peace aurait écrit s'il n'avait pas été incarcéré. C'est l'écriture d'une personne privée de liberté. Il y avait cette nécessité d'un exutoire. Oui. C'était un homme en ébullition. Son livre QHS relate des conditions d'enfermement épouvantables. Le sort qui est fait aux prisonniers dans ces quartiers de haute sécurité, qui visent à isoler les détenus et les déshumanisent. Il descend d'un homme au mitard. Ils sont 6 ou 7. Que sa tête cogne contre les marches, qu'importe. Un homme hurle. Personne ne bronche. J'ai envoyé 137 lettres au président de la République.
sans jamais obtenir la moindre réponse. J'ai fait des grèves de la faim. Je me suis mutilé. Je me suis usé. Je suis resté 26 ans en prison, 8 ans à l'isolement, seul en cellule, seul en promenade, 8 années sans parler. Dans ma solitude profonde, je fixe un point de la cellule, je m'hypnotise, je m'en vais, je quitte les murs. Roger Knobelpies parvient à mobiliser beaucoup d'intellectuels qui interviennent en faveur de sa libération. Il est finalement gracié par François Mitterrand en 1981, au bout de 12 ans d'emprisonnement. Il fait la une des médias. Pourtant, malgré sa sortie de prison, l'amertume est là. Hier, après que le président de la République vous ait gracié, vous avez quitté à 16h30 la prison de Melun. Aujourd'hui, c'est votre première démarche publique d'un homme redevenu libre. Je suis pas tellement heureux parce que, pour moi, c'est tiré par un voyou. Et puis, j'ai des sévices à l'intérieur que je aurais beaucoup de mal à oublier. Et donc, je ne viens pas du bistrot d'à côté. Je viens d'une prison et je viens de l'enfer. À sa libération, Roger Knobelpies devient la coqueluche de toute la gauche caviar. QHS a un retentissement considérable et le consacre comme écrivain. J'ai eu des critiques hyper élogieuses de mon livre QHS, j'ai eu une vente, un tirage énorme, près de 300 000 exemplaires. Et quand je suis sorti, tout le monde m'a dit, j'étais reçu dans tous les ministères, Mitterrand m'a proposé la direction du centre Beaubourg. Enfin bref, j'étais à tu à toi avec les ministres. C'est vrai que à cette époque, j'ai eu le vertige de la notoriété. J'ai pris la grosse tête, je ne le cache pas moi-même. Et puis je passais dans la rue, on me serrait la main et dès que j'allais dans une université pour faire un débat sur la prison, le soir à l'hôtel, j'avais toujours une nana différente dans mon lit. Roger Knobelpies est alors pris dans un tourbillon médiatique. La voie semble toute tracée. Les livres s'enchaînent. Pourtant, malgré la gloire, l'argent, les femmes, dès 1982, il replonge pour des braquages. Dans son esprit, la violence devient légitime. Sa haine est indestructible. La société doit payer. En 10 ans, il est jugé à 3 reprises. Une fusillade avec la police à Elbeuf en 1982 qui blesse plusieurs personnes. Il prend 7 ans. Une attaque de fourgon blindé à Palaiseau en 1983 pour laquelle il est finalement acquitté. Enfin, un hold-up dans les Pyrénées-Orientales en 1987 pour lequel il est condamné à 9 ans. Roger Knobelpies est entré dans un cycle de vengeance sans fin. Les années de réclusion s'accumulent. Il est transféré de prison en prison. Évreux, Fresnes, Rouen, Mulhouse, Colmar, Besançon, Caen, Poissy, Château-Thierry. J'avais passé 12 ans en tôle, il fallait que la société paye. Et j'ai fait payer au portefeuille. Pas grand-chose pour moi. L'erreur judiciaire, ça n'a pas de prix. Je n'ai pas réintégré cette société. Je ne pourrai jamais la réintégrer. Je suis dans la représentation, je fais semblant d'être, mais non. En 1981, Noël Besse a 35 ans. Elle aussi va prendre les armes. Elle fait une rencontre qui va bouleverser sa vie, alors qu'elle rend visite à son frère François, emprisonné. Et un jour, il a été arrêté en Espagne, à Madrid. Et là, il m'a présenté son ami de cellule, son meilleur ami. Et on est tombés fous amoureux. Elle croise la route de José Canu, un bel espagnol, braqueur depuis toujours. À force de rester dans le milieu du banditisme, et du grand banditisme, Noël, forcément, a rencontré des grands bandits et s'est installé avec l'un d'eux. C'était quasiment inévitable. Très vite, Noël Besse se met en ménage avec José Canu et choisit délibérément de commencer à braquer. Un jour, on s'était disputé bêtement au sujet du nettoyage de la maison, etc. Et il m'avait dit que c'était mon rôle de faire la vaisselle parce que lui allait chercher les haricots. Alors bon, ça ne m'avait pas plu. J'ai dit bon ben moi alors je vais aller chercher les haricots, ça me changera et toi tu fais la vaisselle. Et on avait fait un pari idiot et il ne pensait jamais que j'arriverais à le faire. Et en fait, j'ai sauté le comptoir. Et j'ai fait le braquage, sans parler, parce que je ne parlais pas espagnol à l'époque, pas suffisamment, j'avais l'accent. Donc c'est lui qui a parlé, et c'est moi qui ai pris la caisse. J'étais contente. Je trouvais que ça me libérait de quelque chose. Je trouvais que c'était ma façon de m'exprimer. Alors après, on tirait au sort. Un coup c'était lui, un coup c'était moi.
C'était un jeu, on s'amusait bien, mais bon. Avec José Canu, les braquages se multiplient. Malgré la naissance d'une petite fille, ils partent en cavale en famille. Pourtant, depuis l'arrivée de son enfant, Noël Besse n'est plus la même personne. Mon mari ne voulait pas que je la garde. On s'est fâchés, on s'est séparés même, parce que je tenais tête. Lui, il ne voulait pas d'enfant parce qu'il voulait continuer cette vie. Et moi, il savait très bien que moi, j'allais arrêter cette vie. J'ai fait la cavale avec ma fille. Elle avait 2 mois, on s'est fait arrêter. Elle avait 2 ans et demi, on s'est fait arrêter. Une cavale avec un enfant, c'est criminel. Moi, j'ai culpabilisé de ça beaucoup. En 1984, pour le couple de truands et l'un de leurs complices, le braquage de la Société Générale de Saint-Cyprien et le braquage de Trot. Le hold-up d'hier dans cette succursale de la Société Générale ramène le nom de François Besse au premier plan de l'actualité des vacances. C'est ici, sur cette plage familiale, que les inspecteurs de la police judiciaire ont appréhendé les 2 gangsters qui avaient commis le hold-up et qui avaient rejoint Noël Besse, la sœur de François Besse. Leur voiture, ils l'avaient laissée sur le parking et là se trouvait un sac contenant le butin ainsi que 2 revolvers de fort calibre. Noël Besse et José Canu sont emprisonnés à Perpignan. Noël Besse écope de 3 ans de prison. Contrairement à sa précédente incarcération en Espagne, elle est séparée de sa fille, âgée à l'époque de 2 ans. Pour Noël Besse, le choc est très violent. Ma fille était dans les Hauts-de-Seine, avait été placée dans une maison d'accueil dans les Hauts-de-Seine. Et c'était l'excuse pour ne pas me l'amener en fait. Alors je me suis battue pour qu'on me l'amène. J'ai fait des grèves de la faim, j'ai fait du tapage, ça ne servait à rien. Je suis allée au mitard. Donc quand j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai dit les grèves de la faim, ça va marcher parce qu'il n'y a pas d'autre solution en prison. Hein. Je l'ai vu 2 fois en 3 ans de prison. On me l'a amené 2 fois au parloir. Là, on savait qu'on me faisait souffrir et c'est vrai que j'ai souffert, oui. Lors de l'incarcération de ses parents, la fille de Noël Besse, âgée aujourd'hui de 20 ans, est placée en maison d'accueil sans connaître la raison de cette séparation. Elle a accepté d'évoquer, à visage caché, cette période difficile de son enfance. On m'a dit que j'avais été abandonnée, donc moi je ne savais pas du tout pourquoi j'étais en famille d'accueil. Je pensais que mes parents m'avaient abandonnée, qu'on ne voulait plus de moi, donc tout petit comme ça... C'est difficile à comprendre, j'avais 3-4 ans, donc on ne comprend pas très bien, quoi. Surtout quand on a toujours été avec sa mère, jamais séparé d'elle et tout, être séparé comme ça d'un coup, le choc est quand même assez fort. On va dire que c'était pas une super famille d'accueil, j'étais un peu mise à l'écart, on me faisait bien ressentir que j'étais limite un chien galeux, enfin c'était assez difficile pour moi. Je me disais, si j'ai la chance de m'en sortir aux assises, j'irai travailler, je ferai même femme de ménage. Du jour où j'ai eu un enfant, je n'étais plus la même personne. Tout cet amour qu'on ne m'avait pas donné, moi je l'ai donné à mon enfant. Elle m'a sauvé la vie, totalement. Je ne serais plus là à vous parler si je n'avais pas eu cet enfant. C'est un miracle. Pour moi, c'est un miracle. En 1987, Noël Besse est libérée. Elle a 41 ans et décide de changer de vie. Elle parvient à récupérer sa fille rapidement, mais ne lui dit rien de son passé. Le père de sa fille, José Canu, a été condamné à 15 ans de prison. En l'attendant, Noël Besse recommence au bas de l'échelle. Elle travaille comme femme de ménage, puis comme auxiliaire de vie. Pendant 2 ans, elle se rend tous les jours au domicile de Josiane Coranty dans les Pyrénées-Orientales pour s'occuper de sa mère en fin de vie. De suite, j'ai eu avec Noël un excellent contact parce que c'est une femme douce, attentive, ouverte. Moi, j'attendais une personne comme quelqu'un qui allait me sauver de cette situation où moralement, personne n'était bien, physiquement, personne n'était bien. Ma mère avait le visage qui s'illuminait quand elle la voyait. Je me suis dit, Noël Besse, ça me dit quelque chose, comme ça, simplement. Et je me suis souvenue que François Besse, le bras droit de Mesrine, avait une sœur dans le département. Et je me suis dit, tiens, c'est une coïncidence, c'est peut-être elle. Alors, quand même, à un moment, je me suis dit, mais attends, tu réalises un petit peu si c'est elle. Et j'ai choisi de me faire confiance et de lui faire confiance, parce que rien dans son comportement
ne laissait supposer qu'elle aurait une attitude désagréable, au contraire. Et là, je me suis dit, si c'est la sœur de François Besse, dis donc, elle est en train... Je me suis fait mon cinéma, je me suis dit, elle est en train de se reconvertir, quoi. Elle est en train voilà, c'est une nouvelle vie, je ne vais pas l'embêter. Pourtant, Noël Besse a du mal à connaître la tranquillité. À l'occasion d'une nouvelle évasion de son frère François, la presse se charge de dévoiler son passé et d'expliquer où elle vit. La fille de Noël Besse, âgée de 12 ans à l'époque, apprend alors la vérité sur le passé de ses parents. Ça a été de suite les insultes, ton père est en prison, ta mère c'est un bandit, ta famille c'est des bandits, les chiens font pas des chats, ça je l'ai entendu tout au long de ma vie. Et ça a été très difficile. Les harcèlements téléphoniques, dès que ça téléphonait, c'était des journaux, c'était des journalistes, on pouvait plus sortir de la maison, il y avait des journalistes partout devant la maison. Les gens se délectent du malheur des autres et donc quelque part ils ont un peu détruit une enfance. Enfin moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça, ils m'ont vraiment... Ça a été comme une bombe qui m'a explosé au visage. La stabilité que Noël Besse a eu tant de mal à construire vole alors en éclats. Moi, j'ai vu des comportements changer quand on a su qui j'étais par rapport à ce journal qui déclare à la France entière qui je suis. Ben, y a certaines personnes cachaient leur boîte à bijoux, les sous, alors que ça traînait normalement. J'ai vu des réactions comme ça. Bon, ils ne me revoyaient plus, parce que je me vexais, j'ai très mauvais caractère, je suis très susceptible. Ils ne me revoyaient plus. C'est impossible, pratiquement impossible d'avoir une deuxième chance. On ne vous donne pas cette deuxième chance. Même si vous la voulez, vous la désirez profondément, intensément, on ne vous tendra pas la main. Jamais. Didier Chamizo, quant à lui, n'en a pas encore fini avec la violence. Lorsqu'il est libéré en 1977, il a 52 francs en poche et ne sait pas où aller. La seule personne qui lui ouvre sa porte s'appelle Raymond Vaccarizzi. C'est le chef d'un célèbre gang de la région de Lyon. Les deux hommes se sont connus en prison, où ils ont été 2 fois co-détenus. Didier Chamizo ne parvient pas à vivre de sa peinture. C'est à cette époque qu'il se met à détruire ses œuvres. Plus de 300 toiles et près de 1000 dessins vont être brûlés, mitraillés, lacérés. Il ne peut pas retrouver ses marques dans la société. En 1981, dans le sillage de Vaccarizzi, il retombe pour trafic d'armes et association de malfaiteurs. Il en reprend pour 13 ans. À la prison de Lyon, Chamizo est considéré comme DPS, détenu particulièrement surveillé. Il n'a que très peu d'autonomie. Il va pourtant se battre pour faire rentrer toiles et peintures derrière les barreaux. En prison, pour la peinture, ça c'est un peu chiant. D'abord, il faut convaincre les gens que tu ne vas pas te suicider en mangeant des pinceaux ou en avalant une toile, tu sais, comme ça. Non, mais c'est vrai, mais les gens, ils flippent surtout. Alors, après les peintures, ça contient des produits toxiques. Bon, j'étais DPS dans un quartier de sécurité, et ça arrive à un moment où les prisons étaient pleines, où il n'y avait pas assez de prison pour tout le monde. Donc, ça arrive à un moment où on avait besoin de dialoguer. Bon, puis franchement, je pense qu'ils préféraient me voir faire de la peinture que du saut en hauteur, par exemple. Après une intervention du ministère de la Culture, Chamizo peut recevoir du matériel. Il se remet alors à peindre 10 heures par jour. Sa métamorphose commence. Les tubes de peinture remplacent les cartouches. Il se bat pour faire sortir ses toiles de prison et participe à de nombreuses expositions. C'est ici, dans ce tunnel, sous la prison de Lyon, que Chamizo va donner des cours de peinture aux autres détenus. Durant ces 8 heures hebdomadaires, les prisonniers peignent les motifs imaginés et dessinés par Chamizo. Voilà, toujours là. 20 ans après, le peintre redécouvre ses fresques, dont le fameux 4 en cellule, qui a beaucoup fait pour sa notoriété. Ça, c'est sur la surpopulation carcérale, c'est 4 en cellule, tu vois. Alors bon, le mec, ils sont à poil, parce que finalement, devant les grands problèmes de la vie, on est toujours à poil, hein, qui que ce soit. Et c'est vrai que 4 dans une cellule de 9 mètres carrés, c'était un peu léger, quoi. Voilà. Durant ces 13 années derrière les barreaux, Chamizo peint des milliers de toiles et de dessins. Sa peinture se vend très bien. Son œuvre et son talent sont reconnus.
En 1991, la journaliste Laurence Revet travaille à l'édition lyonnaise du journal Libération. Un matin, elle passe devant une exposition de Chamizo organisée à la mairie de Lyon. En voyant les toiles, elle est sous le choc. Ce qui m'a frappée, c'était que comment peut-on peindre des toiles aussi grandes, aussi colorées sur des sujets aussi engagés, alors qu'on est soi-même enfermé, qu'on est certainement privé de couleurs, de lumière, d'accès à l'information. Et j'ai trouvé ça brillant, très fort. Laurence Revet entre alors dans son comité de soutien. À la libération de Chamizo en 1991, ils se rencontrent. Ça a été le coup de foudre. Ça a été le coup de foudre. Il est sorti de prison, il était interdit de séjour dans la plupart des départements français. Moi, je me disais, je vais le suivre. Au tout début de la liberté, la gamme chromatique a changé tout de suite. Nous habitions à la campagne et c'était l'automne. Ça faisait fort longtemps qu'il n'avait pas vu les couleurs de la nature. C'était flamboyant. Et c'est vrai que 2 mois plus tard, les couleurs sur ces tableaux ont changé. Il a eu des couleurs de feuilles mortes, des couleurs, des orangés, des verts, des ocres, des marrons qui n'y étaient pas avant. Je crois que dans la composition de ces tableaux, la prison reste une marque. Il utilise la perspective à sa manière, mais moi j'y vois aussi de faire rentrer le maximum de choses dans un cadre très refermé. Laurence Revet travaille alors aux côtés du peintre pour faire connaître son œuvre. Leur collaboration porte ses fruits. Dès cette époque, Chamizo commence à vivre de sa peinture. Jacques Bouzeran est critique d'art. Il a été l'un des premiers à acheter des toiles de Chamizo, alors que celui-ci était encore en prison. Didier a peint beaucoup en prison. Il a peut-être approfondi les choses. Il a réussi à les compacter dans sa tête et dans ses mains et à en faire un travail qui est différent de ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas été en prison. Donc, vous savez, l'art, c'est quelque chose qui naît d'une contrainte. C'était Gide qui disait « l'art naît de contrainte et meurt de liberté ». Ce qui est frappant pour Didier Chamizo, c'est qu'il a une réussite internationale assez considérable. Il a des collectionneurs, des amateurs, des gens qui suivent ces tableaux aux États-Unis, au Japon, en Corée, en Chine, des gens qui achètent sa production au fur et à mesure qu'il la produit. Ces tableaux, il en a pratiquement pas à vendre puisqu'ils sont tous vendus les uns après les autres. Et donc, il a un marché. Enfin, c'est un des artistes français qui se vend le mieux, mais en même temps dont on parle très peu dans les journaux spécialisés dans l'art. Voilà. Didier Chamizo ne rentre pas dans les normes artistiques habituelles. Peut-être paie-t-il au prix fort sa personnalité et son passé hors normes. Le peintre ne manie d'ailleurs pas la langue de bois. Sa critique de la société et ses idées subversives, il les véhicule désormais avec son art, et non plus par la violence. Voilà. Et de chaque côté, vous avez les nouveaux modèles, les nouveaux héros de notre société, le footballeur et la mannequin. Vous voyez, tout ça, c'est très showbiz, avec des caméras, des petits toutous photographes. Et la République, au lieu d'être victorieuse et guerrière, elle est le cul en l'air en string, et hop là, c'est la fête. Didier Chamizo bénéficie désormais d'une réelle reconnaissance. La Marianne à laquelle il travaille est destinée à Nicolas Sarkozy. Didier Chamizo la recouvre des droits de l'homme. Même s'il s'est battu pour retrouver sa place dans la société, l'esprit de revanche contre l'institution pénitentiaire lui reste totalement étranger. J'aurais pu très bien sortir amer et dire ces enculés m'ont tout niqué, aller leur péter un fourgon en plein Paris, quoi. Mais c'était pas mon choix. C'est sûr que la prison, si tu souffrais tous les jours comme au premier jour, tu deviendrais fou, mais au bout d'un moment, t'apprends à vivre, t'apprends à rire, t'existes, ou alors tu tournes en rond en racontant la même histoire pendant 20 piges, ou alors t'essaies de faire autre chose. Il faut pas rester, tu vois, faut pas se foutre les murs soi-même dans la tête. T'es toujours un tôlard tant que tu penses comme un tôlard. En vérité, moi j'ai été en tôle, ça m'a privé de liberté. Mais j'ai pu passer à travers et même par-dessus les murs avec la peinture, en travaillant, m'occupant. La seule chose qui m'a vraiment manqué en tôle, c'est de faire l'amour parce que c'était pas possible. Mais autrement, j'ai existé. Malgré la réussite, Didier Chamizo reste tout de même marqué par son passé carcéral. Ainsi, au moment de signer ses tableaux, ses souvenirs le rattrapent. Alors je mets un peu de peinture, je mets un petit peu de salive aussi, comme ça je mets de l'ADN dans la peinture, et je me mets là, comme ça.
Alors ça, bon, c'est un clin d'œil bien sûr au piano. Le piano étant la prise d'empreinte quand on rentre en prison, mais aussi quand on rentre au commissariat et aussi quand on sort de la prison. Ils te les prennent avant et après pour bien vérifier que c'est le bon qui lâche. Et ça fait une petite signature, c'est discret. Pour Roger Knobelpies, l'heure de réintégrer la société est venue. En 1990, il est libéré de la prison de Perpignan. Ce sera sa dernière incarcération. Il décide de tourner la page. Il vit désormais dans la région parisienne. Enfin, tout ça, il le passe pas. Même s'il fréquente encore des personnalités ayant appartenu au milieu. Il est notamment très proche de l'ancien gangster François Marcantoni. Roger Knobelpies a définitivement abandonné son ancienne vie. C'est nous les vedettes, c'est eux, c'est les employés. Il vit maintenant de sa plume, se consacre à ses livres et à leur adaptation cinématographique. Le Dépanneur est un polar où il évoque un milieu qu'il connaît bien, celui du banditisme. Samuel Le Bihan a acheté les droits du livre et travaille à son adaptation. Les deux hommes se sont rencontrés sur le tournage d'un film de Bertrand Tavernier et sont devenus proches. C'est un révolté, Roger. C'est un homme en colère, donc il l'est toujours. Hein. Il a grandi comme ça, c'est-à-dire que sa colère est devenue un outil de communication et est devenue sa façon à lui de s'intégrer dans la société, de trouver sa place. C'est devenu une part de lui-même et il est ça profondément. Alors aujourd'hui, même en tant qu'auteur, en tant qu'acteur, en tant que personnage public, il reste un homme en colère. Et c'est ça qui est intéressant chez lui, on va pas lui demander de devenir un agneau, quoi. Tu viens là, mon chien d'amour. Viens là, mon chien d'amour. Roger Knobelpies a été façonné par la prison. Aujourd'hui encore, il refuse de pardonner. Son envie de vengeance est intacte. C'est parce que la société ne permet plus la délinquance. Pour braquer les banques, il faut vraiment avoir une arriération mentale, quoi. C'est comme être un cow-boy sur son cheval, face à des mecs qui récupèrent l'ADN. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense à tous ces pauvres gens là, qui sont harcelés, à qui on prend leur maison, à qui travaillent. Les banquiers, les huissiers arrivent et ils ne peuvent même plus rêver de faire un hold-up. Un, il n'y a plus d'argent. Deux, c'est 100% d'arrestation sûre et garantie. On passe plus au travers. Imaginez comment c'est dramatique. Vous, je ne sais pas comment vous vivez, mais vous vous dites, quand vous êtes pauvre, ah ben, un jour je vais braquer une banque. C'est une soupape, c'est salutaire. On le fait. Ben, beaucoup de gens ne le font pas. Mais tous les gens que j'ai rencontrés m'ont toujours dit qu'est-ce que j'aurais aimé braquer les banques avec vous j'aimerais le faire. J'y allais pas, il n'y a rien. Il y a 15 ans de prison. Et puis c'est plus la peine. Contrairement à Roger Knobelpies, Noël Besse a tourné le dos à ses envies de révolte. Aujourd'hui, elle vit seule près de sa fille. En racontant sa vie et celle de son frère dans son livre, elle tente de faire la paix avec son passé et d'exorciser ses remords. Vous revoyez toujours ces visages, ils ne vous quittent pas. Les yeux des gens à qui vous faites peur, c'est marqué à vie dans votre cerveau. Enfin, dans le mien en tout cas, moi j'ai réagi comme ça. C'est beaucoup de lâcheté, parce que la personne qui est en face de vous, elle n'a rien, elle a son stylo. Vous avez une arme. Donc le courage, c'est pour celui qui est braqué, hein, pas pour celui qui braque, à mon avis. Hein, mais je ne pense pas me tromper, je ne pense pas que les gens qui braquent pensent qu'ils ont du courage. Je me dis, mais c'est moi, j'ai vécu ça, moi, ou c'est un cauchemar, ou c'est vraiment moi. Puis je sais très bien que c'est moi. Je suis très seule et voilà. On m'admire quelque part pour ce que je suis devenue, mais on n'a pas oublié ce que j'étais avant. Et pour moi, ça, c'est pas l'amitié. C'est le contraire de l'amitié. Quelque part, il y a du mépris. Maintenant, les gens qui me jugent, j'arrive à les mépriser aussi. Je serai jamais libre. Jamais. Que lorsque je serai dans la tombe. Je suis prisonnière quelque part. En fait, je ne suis jamais sortie de la prison. Quant à Didier Chamizo, il s'impose enfin comme l'un des peintres majeurs de sa génération. Les prix de ses toiles atteignent des sommets.
50 000 € en moyenne pour un grand modèle. Il est exposé dans des galeries du monde entier. Des rétrospectives lui sont consacrées. Chamizo a accompli son rêve. Je ne sais pas si sans la peinture, moi je ne suis pas quelqu'un de suicidaire au sens que je ne me flinguerais pas, mais je pourrais avoir une conduite très périlleuse. Je ne suis pas certain que sans la peinture, la vie m'intéresserait vraiment. En fait, je ne saurais pas trop quoi en faire dans la vie. Aujourd'hui, Chamizo se rend à l'inauguration d'une de ses créations à Cahors, dans le Lot. L'hymne à la liberté est une œuvre conceptuelle que Chamizo a imaginée alors qu'il était encore emprisonné. Ce projet d'art contemporain est réalisé à partir de vraies portes de prison. Je suis plutôt content de la réalisation d'un projet que j'ai créé alors que j'étais encore en prison. Voilà. J'ai cherché des vraies portes de prison parce qu'elles sont chargées du poids de la misère, du poids de l'incarcération. Parce que bon, quand on souffre derrière une porte, que ce soit politique, voleur, n'importe quoi, on souffre. C'est douloureux, c'est comme ça. Et je voulais installer ça en pleine nature, justement. Les portes, elles sont fermées, mais les murs, ils sont cassés. Et en gros, le message, c'est on n'arrête pas la liberté avec des portes. On bloque la liberté physique, mais c'est quoi le physique? C'est un corps qui ne peut pas aller tirer un coup. Mais pour tout le reste, tu peux le faire même enfermé. Tu peux véhiculer des pensées, on ne peut pas te mettre des barreaux dans la tête. Tout est toujours possible. Le seul truc qu'il faut vouloir, il ne faut jamais renoncer à rien. Jamais. Surtout pas. Surtout pas.